Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons encore la joie de recevoir dans le studio de la radio-télévision Ubgiyungi, Dr Inosa Biruka, l'expert en droit et secrétaire adjoint du CNRD-FLN. Merci, docteur, d'être revenu ici pour nous continuer à nous parler de la justice. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, à savoir que la prison post-1994 au Rwanda des Igontagni a emporté beaucoup de gens. Alors, pouvez-vous d'abord rappeler à ceux qui suivent la nature de la prison et ce qui est arrivé aux prisonniers depuis que le FPR a pris le contrôle du pays? Merci. Merci David Tchoussa. Je salue encore une fois ceux qui nous suivent et ceux qui continuent à s'intéresser à cette problématique de la justice au Rwanda. Alors, la prison post-94, la prison au lendemain de la prise du pouvoir par le FPR Inkotanyi a emporté beaucoup de nos compatriotes. Oui, ça, l'affirmer, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas du tout exagéré. Je dirais que la prison du FPR Inkotanyi a été une arme de destruction massive. Comme ils avaient d'autres armes, des Katyusha et autres, eh bien, la prison a été une énième arme de destruction massive pour le FPR et le régime qu'il a mis en place. Pourquoi? Parce que depuis la prise du pays, la prise du contrôle total du pays, eh bien, tous les Rwandais qu'ils ont trouvés sur place, eh bien, ils étaient suspects de quelque chose. Ils étaient suspects de quelque chose. C'est pourquoi, donc, il y a eu des arrestations, mais vraiment dans la précipitation, le désordre et la brutalité indicible, vraiment. Et voilà, on a assisté à des détentions privées, c'est-à-dire quelqu'un notable, puissant ou même moins puissant, il pouvait arrêter un citoyen et l'emprisonner chez lui dans son conteneur ou l'enfermer dans un petit coin de sa maison et lui faire tout ce qu'il veut. Voilà, donc on a assisté à ça. Eh bien, il y a aussi eu des lieux, beaucoup de lieux de détention clandestins. S'il y a quelque chose de traumatisant, c'est d'être emprisonné en un lieu inconnu, inconnu du public, inconnu de la famille. Et alors donc, oui, même si les premiers mois, c'est-à-dire le mois de juillet, août, septembre, etc., là, il n'y avait pas tellement d'arrestations et d'emprisonnement. Les gens étaient tout simplement massacrés, tués. Tués chez eux ou tués à l'occasion de déplacements inventés par le FPR. On convoque les gens pour venir dans des réunions, on fait un tri et puis ils procèdent à des exécutions comme ça, publiques comme ça. Voilà. Donc, on a assisté depuis l'automne 1994 à des arrestations, cette fois-ci des arrestations, et dans du placement en détention, oui. Et très rapidement, les infrastructures carcérales étaient dépassées. Le pouvoir s'est retrouvé obligé de réquisitionner d'autres infrastructures et les transformer en prison. C'est ainsi qu'il y a eu des écoles, des centres nutritionnels, etc., dont la population avait pourtant besoin.
mais qui ont été rapidement transformés en prison de fortune, prison d'occasion. Il s'est posé rapidement un problème de vivre, c'est-à-dire la nourriture. Et les gens avaient faim, et les gens mangeaient très difficilement, mangeaient mal. Et il y a eu des traitements cruels et inhumains qui ont fait que le taux de mortalité dans ces prisons était très élevé. On a assisté à des femmes qui ont accouché en prison. Il y a des enfants qui sont nés en prison. Il y a eu des exécutions sommaires en prison. Parfois, on simulait la tentative d'évasion pour tuer du monde. Voilà. Il y a eu des phénomènes inqualifiables, des phénomènes qui défient le droit. Donc, la détention après 1994 a été une façon de mourir parce que des gens étaient entassés. Vous imaginez une pièce qui pouvait, par exemple, recevoir 50 personnes et on y met 500 personnes. Donc, les gens étaient debout, épaule contre épaule, dans la saleté et tout. Voilà. Donc, tout cela fait que la prison a vraiment été une arme de destruction massive. Il y a eu des décès et des décès. Et ceux qui ont survécu aussi, la plupart, ils ont gardé des blessures morales incurables. Voilà. Donc, évidemment, certaines organisations internationales, notamment l'OCICR et l'Observatoire international des prisons, sont venus un peu au secours, un tout petit peu, mais le pouvoir était aussi opposé à ce que ces bienfaiteurs puissent aller au fond de leur mission pour vraiment porter secours. Voilà. Donc, la prison du FPR Nhotagny a été une sorte une énième génocide parce que beaucoup de vies humaines se sont retrouvées fauchées rapidement. Et ne parlons pas de gens qui sont restés dans ces prisons plusieurs années sans avoir eu la chance de comparaître devant un juge, au moins. Voilà. Docteur Biruka, si beaucoup de gens ont été arrêtés et emprisonnés après les massacres qui venaient d'avoir lieu, pensez-vous vraiment que cela est étonnant? Oui, évidemment, je ne peux pas dire que ça m'étonne ou ça me choque que des gens ont été arrêtés massivement et placés en détention. Non, c'est vrai qu'il venait de se passer, de se passer des massacres inqualifiables. Voilà. Et beaucoup de gens, c'est vrai, étaient suspects légitimement d'avoir contribué à ces massacres, d'avoir une certaine responsabilité dans ces massacres. Mais beaucoup de gens ont été arrêtés et emprisonnés pour rien, et aucune preuve n'a par la suite été apportée sur leur culpabilité. Ici, je pense que d'ailleurs, il faut qu'on voit un peu le visage de ceux qui tuaient sur les collines. En réalité, la vérité est que tout le monde, tous les Hutus n'ont pas tué en 1994. Non, ceux qui ont affirmé ça, ils ont menti, ils continuent peut-être de l'affirmer, mais ils ont menti, ils savent pertinemment qu'ils ont menti. En réalité, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans le cadre du tribunal pénal international. Je peux vous assurer que sur les collines,
il y avait des équipes, on dirait des équipes et des groupes d'assassins, des groupes de tueurs, on dirait un peloton de tueurs. Disons, sur chaque colline, il s'est érigé une sorte de peloton de tueurs qui était constitué d'environ une vingtaine ou une trentaine de jeunes gens qui avaient souvent à leur tête un militaire ou un ancien militaire réserviste, ou un réserviste ou quelqu'un qui a été écarté de l'armée ou un ancien policier qui a démérité. Voilà les tueurs. Voilà, une trentaine de gaillards qui ont à leur tête un ancien militaire ou un ancien policier ou un milicien interahamwe radical. Et le profil de ces jeunes gens, de ces jeunes assassins, était aussi que la plupart, c'était des garçons qui étaient en porte-à-faux avec toutes les règles de conduite dans la société. C'était des chômeurs ou des gens qui avaient déjà une très très mauvaise réputation, des gens qui étaient déjà connus par la police comme des délinquants. C'était essentiellement ces gens-là. Le reste des résidents sur les collines, ils observaient ces gens agir, mais ils ne participaient pas. Évidemment, il y a aussi eu beaucoup de jeunes gens qui se sont laissés embarquer dans des équipes de tueurs uniquement parce qu'ils avaient aussi peur qu'ils allaient être tués ou que leur famille pouvait être prise pour cible. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il y a même eu des Tutsis qui ont participé à ces groupes de tueurs parce qu'ils avaient peur pour leur propre vie ou pour la vie de leur famille. Et maintenant, le profil de ceux qui ont été arrêtés à partir de l'automne 1994, eh bien, ceux qui ont été arrêtés, c'est l'élite Hutu qui a été arrêtée. Alors, si vous définissez l'élite en Amérique ou en Europe, vous mettrez des critères. Hein. Et moi, en parlant de mon peuple, l'élite rwandaise en 1994, c'est quoi? Ce n'est pas les diplômes, non. Pour moi, à cette époque-là, toute personne qui savait lire et écrire, qui pouvait avoir un petit business, pour moi, tout ça, c'est l'élite. Donc, tous ceux qui sont plus ou moins évolués et qui ont une certaine situation et qui peuvent parler pour eux et pour les autres. Et c'est ceux-là qui ont été massivement arrêtés. Et on a donc observé une sorte de volonté de décapiter le groupe ethnique Hutu, parce que ce sont ces membres les plus éminents qui étaient arrêtés. Voilà, qui étaient arrêtés, tous ceux qui avaient été militaires, tous les fonctionnaires, grands et petits, eh bien, c'est eux qui sont allés peupler les prisons après 1994. Ils sont allés, beaucoup sont morts dedans, tout simplement. D'autres sont restés des années sans être jugés. Voilà la réalité, voilà la vérité des choses. Et certains même qui sont sortis de prison, après avoir purgé leur peine, ils se sont vus reconvoqués encore devant la justice gachacha, hein, qui n'a pas tenu compte du fait qu'ils avaient purgé totalement leur peine, les peines qui avaient été prononcées par les cours et tribunaux étatiques. Alors la gachacha a rejugé la personne pour les mêmes faits. Et souvent, la plupart ont été condamnés une deuxième fois, mais cette fois-ci à des peines beaucoup plus lourdes. Et l'emprisonnement à perpétuité dans l'isolement, par exemple.
tous les observateurs affirmaient que l'emprisonnement dans l'isolement était un traitement inhumain et dégradant. Alors donc, beaucoup avaient purgé leur peine et étaient sortis de prison et ils se sont vus retourner en prison avec la justice Gacaca. C'est pour te dire combien donc, le système de l'emprisonnement, la prison a été une façon pour le pouvoir de dominer, d'écraser le groupe ethnique Hutu. Voilà. Monsieur docteur, en plus de la peine d'emprisonnement, rappelons qu'il y a eu des travaux d'intérêt général, TIGE, c'est-à-dire une peine de travail alternative à l'emprisonnement. Ne c'était pas une bonne solution? Ah oui. Donc, il y a aussi eu la peine des travaux d'intérêt général, les TIGE. Eh bien, les travaux d'intérêt général existent aussi dans d'autres pays, mais c'est véritablement des travaux d'intérêt général, où il n'y a pas d'autres paramètres qui interviennent, notamment, nous verrons par exemple que beaucoup de Hutus, ils se sont vus dans les travaux d'intérêt général après un simulacre de procès, donc des Hutus innocents, vraiment, qui avaient été condamnés injustement au terme de parodie de justice, eh bien, les travaux d'intérêt général ont réduit un grand nombre de Hutus à une sorte d'esclavage qui ne dit pas son nom. Voilà. Et les gens se sont retrouvés en train de travailler pour les autres, en train de construire des logements pour les rescapés, etc. Alors que la dite peine, avait été prononcée à l'occasion d'un procès qui est loin d'être équitable. On a aussi observé des modalités d'aveu qui étaient des aveux suspects parce qu'il y a eu une campagne à travers toutes les prisons, une campagne pour que les gens avouent leur peine. Alors, comme les gens voyaient qu'il suffisait d'avouer pour sortir de prison et se faire uniquement condamner aux travaux d'intérêt général, il y a eu une sorte de tornade d'aveux à travers toutes les prisons centrales au Rwanda. Voilà, c'était une sorte de course contre la montre. Tout le monde était en train d'avouer et ils se sont tous vus condamnés cette fois-ci à des peines, quelques années de travaux d'intérêt général. Alors, travailler pour la société, c'est bien, mais travailler en étant condamné injustement, pour moi, ça revêt la forme de l'esclavage pour moi. C'est une forme déguisée d'esclavage. Les modalités elles-mêmes d'exécution de ces peines de travaux d'intérêt général, eh bien, ces modalités aussi n'étaient pas tout à fait louables. Il y avait quelque chose, un dessein, un enjeu aussi de domination, sinon d'écrasement, parce que beaucoup étaient condamnés dans leur préfecture d'origine et ils étaient envoyés exécuter la peine de travaux d'intérêt général dans un autre ressort, très loin de leur famille et de leurs. Ce qui a fait que beaucoup ne sont pas revenus de là où ils étaient allés purger leur peine de travaux d'intérêt général. Il y a eu beaucoup de disparitions forcées lors de ces tiges. D'ailleurs, on a observé dans plusieurs prisons, notamment dans la prison de Gisenyi, une disparition de plusieurs dizaines de détenus qui étaient là parce que tu étais censé ne t'occuper que des travaux d'intérêt général
Mais le fait de t'envoyer les exécutés et purger ta peine dans un autre ressort faisait qu'en quelque sorte, tu étais détenu parce qu'on on les cantonnait dans des infrastructures publiques qui devenaient, de ce fait, de nouvelles prisons pour les personnes concernées. Et il y a eu des exécutions et des disparitions forcées de plusieurs millions de personnes. En résumé, la prison, en fait, la prison, après 1994, a été un moyen pour le FPR de nettoyer une sorte de nettoyage ethnique, mais en visant l'élite Hutu, dans une optique de décapiter le groupe ethnique Hutu. Voilà. Pour clore cet épisode, Monsieur Docteur Viruka, est-ce que vous ne craignez pas que le drame de la prison post-1994 risque de compromettre la réconciliation des Rwandais? Merci, David Tchoussa. Je ne pense pas que l'incarcération aussi cynique et aussi inhumaine que l'OFPR Inhotanyi a imposée à des milliers de Rwandais, je ne pense pas, je ne pense pas que cette incarcération ou la tragédie de ceux qui ont été emprisonnés dans ce contexte, je ne pense pas que cette tragédie va empêcher les Rwandais de se réconcilier. Non, non, non. De toute façon, les Rwandais savent qu'ils n'ont aucun problème les uns envers les autres. C'est plutôt le pouvoir en place qui a un problème avec la société rwandaise et qui fait tout pour monter les uns contre les autres et fomenter la division. Et c'est ça que nous, au CNRD FLN, nous allons répéter, enseigner aux Rwandais, c'est qu'il n'y a aucun problème entre un Rwandais et un autre, il n'y a aucun problème entre un Hutu et un Tutsi. Il y a eu du mal qui a eu lieu et qu'il faut mettre sur le compte du passé, sur le compte également de la mauvaise politique et de la mauvaise conscientisation des Rwandais. Mais maintenant, tous les Rwandais, ils en ont marre. Ils en ont marre, en tout cas, par rapport à cette radicalisation des uns envers les autres. Tous les Rwandais, ils souhaitent aujourd'hui vivre dans la paix et la tranquillité. Et je pense donc, et je l'espère, et je compte y travailler beaucoup avec mes camarades pour expliquer aux Rwandais que la tragédie de nos compatriotes dans les prisons mouroirs du FPR doit plutôt être un moteur de réconciliation. Nous devons dire plus jamais ça. Le FPR a fait ça peut-être au groupe ethnique Hutu, mais c'est à l'ensemble de la famille rwandaise que le FPR a infligé cette tragédie, raison pour laquelle les Rwandais, je l'espère, et je vais y contribuer. Nous avons un programme bien ficelé pour amener la famille rwandaise à se ressouder. Et les Rwandais vont se réconcilier. Et cette tragédie de la prison rwandaise, tout comme la tragédie même de ceux qui ont été tués, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été tués aussi, qui ont été tués à Kibeho, qui ont été tués dans le nord du pays, notamment à l'époque de ce qu'on appelait les infiltrés, les Abachengezi. Eh bien, toutes ces tragédies constituent une seule tragédie du peuple rwandais. Et cette tragédie va nous fournir une sorte va nous fournir les arguments, les meilleurs arguments pour que chaque Rwandais comprenne qu'il a tout intérêt à accepter la main tendue de son voisin
afin que plus jamais, personne ne soit écrasé du fait de son ethnie, du fait de l'histoire de l'histoire de sa famille ou sa propre histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Nosabiruka. Je rappelle que vous êtes secrétaire adjoint du CNRD-FLN. Je vous remercie aussi, nos chers téléspectateurs qui nous suivent aussi bien au Rwanda qu'en étranger. Je vous invite à vous inscrire nombreux à la radio-télévision Ubwiyunge et partager nos vidéos à vos proches. C'est une grande contribution à l'instauration de la justice dans notre pays, le Rwanda. À la prochaine.